Le mensonge du temps. Tu crois manquer de discipline. C'est ce qu'on t'a répété toute ta vie. Tu n'es pas assez organisé, pas assez concentré, pas assez motivé. Alors tu achètes des agendas, des applications, des formations, des routines matinales. Et malgré tout, ta vie continue de t'échapper. Pendant longtemps, je croyais que le problème venait de moi aussi. Puis un jour, quelque chose m'a dérangé. Pourquoi des civilisations entières séparées par des océans avaient-elles toutes développé des moyens de mesurer le temps, mais jamais de la même manière? Les Égyptiens regardaient les étoiles, les Romains découpaient les journées autrement, les moines du Moyen-Âge vivaient selon les cloches, et aujourd'hui, ton téléphone décide quand tu dois te réveiller, manger, travailler et dormir. Même chose, différentes versions. Et là, j'ai commencé à comprendre quelque chose de profondément étrange. Le temps que tu vis n'est peut-être pas le temps réel. C'est un système. Et comme tous les systèmes, quelqu'un l'a construit. Il existe une tribu en Amazonie qui n'a pas de mot pour heure. Pas de 8 heures du matin, pas de vendredi, pas de dans 20 minutes. Ils vivent par événements. Le soleil monte, la pluie arrive, les oiseaux changent de chant. Le corps a faim, le corps a sommeil. C'est tout. Quand des anthropologues occidentaux sont arrivés chez eux avec des montres, quelque chose d'étrange s'est produit. Les membres de la tribu comprenaient les objets, mais ils ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un laisserait une machine décider du rythme de sa vie. Pour eux, c'était l'inverse de la liberté. Et honnêtement, plus j'étudiais l'histoire, plus je réalisais qu'ils avaient peut-être raison. Parce qu'au départ, l'horloge n'était pas faite pour t'aider, elle était faite pour synchroniser des masses humaines. Imagine une ville européenne au XIVe siècle. Pas de notification, pas de réveil, pas d'horaire universel. Le boulanger travaillait quand le ciel changeait, le fermier suivait les saisons, les gens vivaient selon les rythmes naturels. Puis quelque chose change. Les premières grandes horloges mécaniques apparaissent dans les centres des villes. Au début, elles semblent presque magiques, des machines capables de découper la journée avec précision. Les gens les admirent, comme nous admirons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Mais voici la partie importante. Ces horloges n'étaient pas installées dans les maisons, elles étaient installées sur les tours, au centre des villes, pour tout le monde. Le but n'était pas personnel, le but était collectif, faire bouger des milliers de personnes ensemble. Même heure, même rythme, même comportement. Et ça a changé l'humanité, plus profondément que presque n'importe quelle invention. Parce qu'au départ, l'horloge n'était pas faite pour t'aider, elle était faite pour synchroniser des masses humaines. Puis arrive la révolution industrielle. Et là, le système devient brutal. Les usines ne pouvaient pas fonctionner avec des rythmes naturels. Une machine ne peut pas attendre que tu te sentes prêt. Alors, on transforme le temps en marchandise. Chaque minute doit produire quelque chose. Le retard devient une faute morale. L'oisiveté devient suspecte. Et pour la première fois dans l'histoire, être immobile commence à provoquer de la culpabilité. Regarde comme c'est étrange. Tu peux rester assis pendant 6 heures devant une machine au bureau sans problème, mais reste assis 20 minutes sans rien faire chez toi et ton cerveau commence à paniquer. Tu te sens coupable, inutile, en retard sur quelque chose. Qui t'a appris ça? Dans certaines usines anglaises du XIXe siècle, les ouvriers ne possédaient même pas leur propre montre. Le patron contrôlait l'heure officielle. Et parfois, les horloges étaient volontairement avancées. Quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. Pas assez pour provoquer une révolte, juste assez pour extraire davantage de travail. Pense à ce que ça signifie. Même la réalité du temps pouvait être manipulée par ceux qui détenaient le système. Et soudain, énormément de choses modernes commencent à prendre un autre sens. Pourquoi tout doit être optimisé? Pourquoi le silence te rend anxieux? Pourquoi ne rien produire ressemble à un échec?
Tu crois gérer ton temps, mais la plupart des gens ne possèdent même plus leur attention pendant 10 minutes. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que le système fonctionne tellement bien que les gens le défendent eux-mêmes. Ils appellent ça être productif. Mais productif, pourquoi exactement? C'est la question que je n'arrivais plus à sortir de ma tête. Parce qu'au moment où le temps devient une monnaie, ta vie entière devient un marché. Et c'est là que tout commence vraiment. Salut et bienvenue sur Livres Sacrés, la chaîne qui décortique les meilleurs livres de sagesse, de motivation, de développement personnel et de réussite financière. Merci de nous soutenir en laissant un like et en vous abonnant pour apprendre chaque jour et transformer votre vie. Comment ton attention est devenue une industrie? Pendant longtemps, je croyais que les entreprises gagnaient de l'argent en vendant des produits. Tu fabriques quelque chose, les gens l'achètent, fin de l'histoire. Simple. Puis, un jour, je suis tombé sur une statistique qui m'a complètement dérangé. Les plus grandes entreprises de l'histoire moderne donnent leurs produits gratuitement. Google, Instagram, TikTok, Facebook. Tu ne perds rien. Et pourtant, certaines de ces entreprises valent plus que des pays entiers. Alors une question devient impossible à ignorer. Si tu ne paies pas, qu'est-ce qui est réellement vendu? Au début, Internet ressemblait à une bibliothèque. Tu cherchais une information, tu la trouvais, tu repartais. Le système était construit autour de l'utilité. Puis, quelque chose a changé. Les entreprises ont découvert une réalité simple, presque accidentelle. Plus longtemps elles gardaient ton attention, plus elles gagnaient d'argent. Et à partir de ce moment-là, toute l'architecture du monde numérique a commencé à muter. Pas pour mieux t'informer, pas pour améliorer ta vie, mais pour retenir ton regard quelques secondes de plus. Encore un scroll, encore une vidéo, encore une notification. Ça paraît insignifiant, mais l'histoire entière des médias modernes peut être résumée en une seule phrase: transformer l'attention humaine en ressource extractible, comme le pétrole, comme l'or, comme le charbon. Sauf qu'ici, la mine, c'est ton cerveau. Las Vegas a compris quelque chose avant tout le monde. Les casinos n'utilisent presque jamais de fenêtres, pas d'horloge, pas de lumière naturelle. Pourquoi? Parce qu'un humain qui ressent le temps reprend conscience de lui-même. Il se rappelle qu'il existe un monde extérieur. Le système se brise. Alors tout est conçu pour maintenir un état de continuité mentale. Les machines clignotent, les sons récompensent, les pertes sont presque des victoires. Tu crois jouer, mais chaque détail autour de toi est mathématiquement pensé pour empêcher ton cerveau de sortir. Et quand j'ai commencé à étudier les réseaux sociaux, j'ai eu un choc. Ils utilisent exactement les mêmes principes. Le scroll infini n'est pas un hasard, les notifications rouges non plus. Même le fait de tirer l'écran vers le bas pour actualiser les contenus fonctionne comme une machine à sous. Tu tires, tu attends, peut-être qu'une récompense apparaît. Ton cerveau adore ça. Pas parce que tu es faible, parce que les systèmes de récompense variables sont parmi les mécanismes nosologiques jamais découverts. Et le plus fascinant, c'est que beaucoup des ingénieurs qui ont construit ces plateformes limitaient eux-mêmes l'usage de leurs propres enfants. Pense à ça une seconde. Les créateurs eux-mêmes avaient peur du produit. Mais l'histoire devient encore plus étrange. Au départ, les algorithmes étaient censés montrer ce qui était le plus pertinent. Puis, les plateformes ont découvert quelque chose de plus rentable. Ce qui retient l'attention n'est pas forcément ce qui est vrai, c'est ce qui provoque une émotion forte. La colère, la peur, l'indignation, le désir. Ton cerveau remarque naturellement les menaces avant le calme. C'était utile dans la nature.
Un humain qui ignorait un bruit suspect mourait. Un humain anxieux survivait. Les plateformes numériques exploitent exactement ce vieux mécanisme biologique. Ton système nerveux ancien face à des machines modernes optimisées par intelligence artificielle. Combat inégal. Et c'est là que quelque chose de très important se produit. Tu commences à confondre stimulation et vie réelle. Ton cerveau reçoit tellement de micro-récompenses artificielles que le silence normal du monde devient insupportable. Lire un livre devient difficile. Marcher sans téléphone semble vide. Réfléchir profondément fatigue rapidement. Pourquoi? Parce qu'un cerveau habitué aux explosions constantes de dopamine finit par trouver la réalité trop lente. Et soudain, des millions de personnes ne contrôlent plus leur attention suffisamment longtemps pour construire quoi que ce soit de profond. Pas parce qu'elles sont stupides, parce qu'elles vivent à l'intérieur d'environnements conçus scientifiquement pour fragmenter leur conscience. Regarde comme le système est devenu parfait. Plus tu es distrait, plus tu consommes. Plus tu consommes, plus les plateformes gagnent. Et plus elles gagnent, plus elles investissent pour devenir impossibles à quitter. Le système ne veut pas ton temps libre, il veut ton état mental, ton regard, des impulsions automatiques. Parce qu'une personne calme réfléchit, et une personne qui réfléchit longtemps commence parfois à remettre le système en question. C'est pour ça que le silence est devenu si rare. Observe les moments vides de la vie moderne. Ascenseur, téléphone. File d'attente, téléphone. Transport, téléphone. Avant de dormir, téléphone. Le système a horreur du vide mental, parce que c'est souvent dans le vide que les humains commencent à voir clair. Et quand j'ai compris ça, une autre question est apparue. Si quelqu'un contrôle ton attention, est-ce qu'il finit aussi par contrôler ce que tu désires? C'est là que l'histoire devient beaucoup plus profonde. Le marché du désir. Tu crois choisir ce que tu veux. Cette voiture, cette musique, cette manière de t'habiller, cette vie que tu poursuis depuis des années. Tu appelles ça ta personnalité. Mais plus j'observais le fonctionnement du monde moderne, plus une question devenait impossible à éviter. Et si une grande partie de tes désirs n'était pas vraiment à toi? Au début du XXe siècle, les entreprises avaient un problème. Les usines produisaient plus vite que les gens n'achetaient. Pendant presque toute l'histoire humaine, les gens consommaient par nécessité. Tu achètes des chaussures parce que les anciennes sont détruites. Tu manges parce que tu as faim. Tu remplaces uniquement ce qui cesse de fonctionner. Mais une économie construite sur une croissance infinie ne peut pas survivre avec des humains satisfaits. Alors, le système devait changer. Les entreprises ne pouvaient plus simplement vendre des objets, elles devaient apprendre à fabriquer du désir. Et c'est là qu'entre en scène un homme presque personne ne connaît, mais qui a probablement transformé ton esprit plus profondément que la plupart des présidents de l'histoire. Edward Bernays, le neveu de Freud. Freud disait que les humains étaient principalement guidés par des pulsions inconscientes. Bernays regarde cette idée et voit une machine économique. Il comprend quelque chose de révolutionnaire. Si tu peux connecter un produit à une émotion humaine profonde, les gens commenceront à acheter psychologiquement, pas rationnellement. Et soudain, la publicité cesse de parler d'objets. Elle commence à parler d'identité. Une voiture ne devient plus un moyen de transport, elle devient la liberté. Une montre devient le statut. Un parfum devient le désir. Un téléphone devient l'image de toi-même. Tu ne consommes plus des produits, tu consommes des versions de toi. Dans les années 1920, les compagnies de cigarettes voulaient vendre aux femmes. Problème, à l'époque, fumer en public pour une femme était mal vu. Alors, Bernays organise un événement étrange. Pendant une parade à New York,
des femmes allument publiquement des cigarettes devant les journalistes. Il appelle les cigarettes « Torches of Freedom », torches de liberté. Et tout change. Le produit n'avait pas changé, la nicotine était la même, mais le sens psychologique avait été transformé. La cigarette n'était plus une cigarette, elle devenait un symbole d'émancipation. Et quand j'ai compris cette histoire, j'ai commencé à voir le même mécanisme absolument partout. Pourquoi les marques de luxe utilisent-elles rarement la logique? Pourquoi les publicités montrent-elles presque toujours des émotions avant les caractéristiques du produit? Pourquoi certaines personnes achètent-elles des objets qu'elles ne peuvent pas se permettre pour impressionner des gens qu'elles n'aiment pas même? Parce que le système moderne ne vend pas des objets, il vend des identités émotionnelles. Et le plus fascinant, c'est que beaucoup de désirs humains sont mimétiques. Ça signifie quoi? Nous apprenons à désirer en regardant les autres désirer. Un enfant veut soudain le jouet qu'un autre enfant tient déjà, pas parce que l'objet a changé, parce que le désir de l'autre lui donne de la valeur. Les adultes font exactement la même chose, simplement avec des voitures plus chères. Les réseaux sociaux ont industrialisé ce phénomène à un niveau jamais vu dans l'histoire. Avant, tu te comparais peut-être à ton voisin. Aujourd'hui, ton cerveau se compare à des milliers de vies filtrées chaque semaine. Des corps optimisés, des voyages parfaits, des appartements impeccables, des succès compressés en 15 secondes. Et voici la partie étrange. Même quand tu sais que c'est artificiel, ton système nerveux réagit quand même. Parce que biologiquement, le cerveau humain n'a jamais évolué pour recevoir autant de comparaisons sociales simultanément. Alors, quelque chose commence à se produire lentement. Tu ne poursuis plus ce qui te rend vivant. Tu poursuis ce qui te rend visible. Et le système adore ça. Parce qu'une personne qui cherche constamment une validation extérieure devient extrêmement prévisible. Elle achète pour signaler, elle travaille pour afficher, elle voyage pour publier, elle transforme sa propre existence en vitrine. Le plus ironique, c'est que beaucoup de gens pensent exprimer leur individualité au moment exact où ils deviennent parfaitement standardisés. Même musique, mêmes opinions, même tendances, même rêve, simplement avec des variations cosmétiques. Puis j'ai remarqué quelque chose d'encore plus dérangeant. Le système ne crée pas seulement des désirs, il crée aussi des insécurités. Parce qu'un humain qui se sent suffisant consomme moins, alors la machine doit maintenir un léger sentiment de manque permanent. Pas assez beau, pas assez riche, pas assez productif, pas assez jeune, pas assez intéressant. Juste assez d'insatisfaction pour continuer à courir. Toute l'économie moderne commence à ressembler à ça. Fabriquer une blessure, puis vendre le pansement. Et pourtant, malgré tout ça, les gens sentent instinctivement que quelque chose ne va pas. Tu le vois partout. Des personnes entourées de confort matériel, mais intérieurement épuisées. Comme si elles poursuivaient une ligne d'arrivée qui recule constamment. Et peut-être que le problème n'est pas simplement économique. Peut-être que le problème est plus profond. Parce qu'au moment où un système commence à contrôler ton temps, puis ton attention, puis tes désirs, il finit lentement par façonner ton identité elle-même. Et c'est là que l'histoire devient réellement dangereuse. La fabrication de la réalité. Pendant presque toute l'histoire humaine, la réalité était locale. Tu connaissais les gens autour de toi. Tu voyais ce qui se passait de tes propres yeux. Les événements existaient à taille humaine. Puis, quelque chose a changé. Pour la première fois dans l'histoire, des milliards d'êtres humains ont commencé à voir le monde à travers les mêmes écrans. Et ça paraît normal aujourd'hui. Mais si tu prends un peu de recul, c'est probablement l'une des transformations psychologiques les plus radicales jamais arrivées à notre espèce. Imagine un roi du Moyen Âge. Même les empereurs les plus puissants n'avaient aucun moyen de contrôler ce que des millions de personnes pensaient simultanément,
Impossible. Les villages vivaient dans leur propre réalité. Les croyances variaient, les perceptions variaient, les rythmes variaient. Aujourd'hui, un seul algorithme peut modifier l'humeur collective de continents entiers en quelques heures. Une information devient virale, une peur se répand, une indignation explose, et des millions de cerveaux réagissent ensemble presque instantanément. Jamais dans l'histoire humaine, autant d'esprits n'ont été synchronisés aussi vite. Mais voici la partie importante. Les plateformes ne montrent pas le monde tel qu'il est. Elles montrent ce qui maximise l'engagement. Et ce sont deux choses très différentes. Imagine deux réalités. Dans la première, le monde est globalement calme, avec quelques événements graves isolés. Dans la seconde, ton téléphone te montre en permanence les événements les plus extrêmes parmi 8 milliards d'humains. Ton cerveau vivra la deuxième réalité comme si elle était la norme, même si statistiquement elle ne l'est pas. Et soudain, énormément de comportements modernes commencent à prendre un autre sens. L'anxiété permanente, la colère diffuse, la sensation que tout s'effondre constamment. Le système nerveux humain n'a jamais été conçu pour absorber autant de menaces psychologiques chaque jour. Autrefois, la propagande demandait des affiches, des journaux, des discours, des armées entières de communication. Aujourd'hui, le système le plus efficace est invisible, parce qu'il ne force pas les idées, il sélectionne simplement ce que tu vois, et ce que tu vois finit par devenir ce que tu crois être le monde. C'est ça le vrai pouvoir des algorithmes, pas contrôler directement ta pensée, contrôler le paysage mental dans lequel ta pensée se forme. Et plus j'étudiais ça, plus je réalisais quelque chose de profondément étrange. Les humains modernes vivent entourés d'informations, mais comprennent parfois moins la réalité qu'avant. Parce qu'une avalanche d'informations n'est pas la même chose que la clarté. En fait, trop d'informations produit souvent l'effet inverse. Le cerveau fatigue, il simplifie, il cherche des récits faciles, des camps, des ennemis, des slogans. Le monde devient émotionnellement compressé. Tout doit être immédiat, simple, rapide, réactionnel. Et dans un environnement comme celui-là, la réflexion profonde devient presque un acte de résistance. Regarde le rythme du système moderne. Tout accélère. Les vidéos deviennent plus courtes, les cycles d'actualité plus rapides, les tendances meurent en quelques jours. Même les opinions doivent être instantanées maintenant. On ne te laisse plus le temps de réfléchir avant de réagir. Et ça aussi, ce n'est probablement pas un accident. Parce qu'un humain qui ralentit suffisamment commence à remarquer les structures autour de lui. Il remarque comment ses émotions sont influencées, comment ses peurs sont stimulées, comment son attention est dirigée. Le système préfère les réactions rapides. Les réactions rapides consomment, partagent, cliquent, obéissent émotionnellement. Puis, j'ai compris quelque chose que je n'arrivais plus à ignorer. Le pouvoir moderne ne ressemble plus vraiment au pouvoir ancien. Autrefois, le contrôle était visible. Des rois, des armées, des frontières. Aujourd'hui, le contrôle est beaucoup plus subtil. Tu peux parler librement tout en pensant à l'intérieur de cadres invisibles. Tu peux avoir accès à des milliards d'informations tout en voyant seulement ce que les systèmes amplifient. Tu peux croire être totalement autonome alors qu'une immense partie de tes comportements est prédite, mesurée et influencée en permanence. Et le plus fascinant, c'est que la plupart des gens ne ressentent pas ça comme une oppression. Parce que le système moderne ne fonctionne pas principalement par la force. Il fonctionne par confort, divertissement, stimulation, convenance. La cage parfaite, c'est celle que personne ne veut quitter. Mais malgré tout ça, quelque chose chez l'être humain résiste encore. Tu le vois dans ces moments rares où quelqu'un s'éloigne du bruit, quand une personne coupe les écrans pendant quelques jours, puis commence soudainement à penser différemment.
quand quelqu'un reste seul assez longtemps pour entendre ses propres pensées sans interruption. Quand le silence redevient supportable. Parce qu'au fond, la capacité la plus dangereuse pour n'importe quel système n'est pas la violence. C'est un humain capable de voir clairement. Un humain qui récupère son attention, son temps, ses désirs, sa perception de la réalité. Peut-être que la vraie liberté commence là, pas quand plus rien ne te contrôle, mais au moment précis où tu commences enfin à voir ce qui essayait de le faire depuis le début. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, on élève l'esprit, on nourrit la motivation et on transforme les leçons des plus grands livres en vraies stratégies de vie. Si ce contenu t'a inspiré, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.